tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette interview. Donc, on est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, nous faisons cette interview dans le cadre d'un projet qui a commencé au début d'année. Donc, au premier semestre, nous avons fait une sorte de synthèse sur l'état des sols agricoles en Europe via un mémoire. Et donc, dans ce mémoire, on a notamment été amené à aborder la thématique de la biodiversité dans les sols agricoles. Donc, que ce soit le rôle qu'elle joue, les enjeux qui l'entourent et les dangers auxquels elle est exposée. Et nous souhaitions approfondir cette thématique avec vous aujourd'hui. Alors, pour vous présenter rapidement à ceux qui nous écouteront plus tard, donc vous êtes Vincent Martinet, directeur de recherche sur le thème de la durabilité en agriculture à l'INRAE, qui est donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement depuis plus de 5 ans maintenant, et également professeur à l'ENS à Paris-Saclay. Et vous avez également publié un livre sur la durabilité intitulé Economic Theory and Sustainable Developments, What Can We Preserve for Future Generations? Alors, je voudrais commencer cet entretien pour peut-être remettre un peu dans le sujet tous ceux qui nous écouteront et leur faire un peu comprendre l'enjeu du sujet. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots rapidement, nous expliquer pourquoi la biodiversité est indispensable au sol agricole et quel est le rôle en fait de la biodiversité agricole, notamment dans les sols, pour la fertilisation des sols en agriculture? Oui, donc je suis pas spécialiste des sols à proprement parler, donc je me suis plus intéressé au rôle de la biodiversité en général dans les systèmes agricoles. Mais ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que les sols sont des écosystèmes complexes, sont des écosystèmes, donc c'est vivant, c'est une couche vivante de la Terre. Et que au sein de ces sols, la biodiversité joue un rôle très important, que ce soit la macrofaune qui va jouer beaucoup sur la structuration du sol. Et dans les milieux agricoles, ça va être important, par exemple, pour la pénétration de l'eau, pour le drainage de l'eau et aussi pour l'implantation des plantes avec le passage des racines. Mais aussi la microfaune du sol qui va jouer un rôle important dans la dynamique de la matière organique, avec la dégradation des matières organiques mortes et la reminéralisation des éléments organiques en éléments minéraux. Et c'est à partir de ces éléments minéraux que les plantes vont se nourrir. Donc, de ce point de vue-là, la microfaune, mais aussi le microbiote, donc les micro-organismes du sol, vont jouer un rôle très important pour nourrir les plantes. Il y a d'ailleurs un gros travail actuellement de découverte de la richesse de cette biodiversité du sol, avec tout ce qu'on n'est pas capable d'observer à l'œil nu et qui joue un rôle essentiel, et notamment les micro-organismes, tout ce qui est bactéries, champignons, et aussi un petit peu les virus, et avec des interactions très complexes entre les plantes et ces micro-organismes. Donc c'est vraiment au niveau du sol euh, un écosystème très complexe qu'il faut encore étudier. Donc cette biodiversité va jouer un rôle très important dans la production agricole avec la fourniture d'intrants, d'azote majoritairement, mais aussi dans le rôle sur le phosphore, mais également aussi un rôle dans la fourniture d'eau aux plantes. Selon la biodiversité du sol, vous allez avoir plus ou moins d'eau dans le sol, et donc les plantes vont être plus ou moins soumises au stress hydrique. La biodiversité va aussi jouer un rôle qu'on est en train de découvrir dans la protection contre les bioagresseurs, en jouant sur la capacité des plantes à se protéger contre les organismes qui peuvent les agresser, ou alors en empêchant les organismes pathogènes d'accéder à la plante par simple concurrence. Mais plus largement, plus qu'au niveau du sol, hein, la biodiversité joue un rôle très important pour l'agriculture, de par la fourniture de nombreux services écosystémiques. Donc historiquement, on a remplacé ça par des modes technologiques de lutte, hein, que ce soit mécanique ou chimique, mais historiquement, c'est cette biodiversité qui nous permettait de produire. D'accord, merci pour votre réponse. Donc, avec ce que vous avez dit, on peut voir que la perte de biodiversité qu'on a aujourd'hui est un problème très urgent. Et donc, on voudrait savoir, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières décennies en termes de perte de biodiversité et quelles sont les évolutions que vous avez vues, par exemple, depuis que vous travaillez à l'INRAE? Alors, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte lorsqu'on parle de perte de biodiversité en fonction de l'échelle, hein, mais aussi en fonction des valeurs qu'on accorde à cette biodiversité. Donc, d'un point de vue général, hein, une échelle globale, il y a un enjeu de préservation de la biodiversité pour sa valeur, je dirais, d'existence. Le simple fait que la biodiversité existe en soi peut avoir une valeur. Et donc, on peut vouloir la conserver pour elle-même. C'est le cas
pour beaucoup d'écosystèmes ou d'espèces emblématiques notamment. Mais pas que, il faut aussi faire une place aux vivants sur la planète. Il n'y a pas que l'homme qui doit occuper les espaces et capter les ressources. Mais la biodiversité a aussi une valeur d'assurance dont on parle, on a pas mal parlé il y a quelques temps, mais on parle un peu moins. Elle permet une résilience des systèmes. Plus un système est biodivers, plus il va être résilient à des chocs. Donc ça peut être pas mal ça d'avoir un système qui va, par exemple, être plus résilient au changement climatique. On a aussi beaucoup d'incertitudes autour des pertes de biodiversité. Qu'est-ce qui se passe si on change trop les écosystèmes? Il pourrait y avoir des effondrements et là, face à ça, le principe de précaution nous dirait qu'il vaudrait mieux éviter de pas trop abîmer, pas trop enlever d'espèces dans la chaîne des écosystèmes parce qu'on risque d'avoir des effondrements qu'on ne comprend pas. Après, il y a une valeur encore un peu plus utilitariste avec la notion de service écosystémique. Cette biodiversité, que ce soit dans les sols ou dans toutes les sphères, dans tous les écosystèmes, nous fournit des services. Donc directement en nous fournissant des biens, mais aussi indirectement en rendant des services de régulation tels que la purification de l'eau ou de l'air. Donc c'est important et on peut vouloir la préserver pour ça. Donc, ce qui a changé dans ces dernières décennies, alors vous êtes né vous êtes d'une génération qui a tout le temps entendu parler de perte de biodiversité. Moi, j'ai vu ça monter. Alors, quand j'étais petit, on parlait beaucoup d'espèces emblématiques pour schématiser les bébés phoques. Mais très vite, dès que j'ai commencé à faire des études, on nous a parlé du rôle de la biodiversité dans tout un tas d'équilibres et dans la fourniture de services écosystémiques. Et donc, ça fait bien 20 ans maintenant qu'on sait que la biodiversité diminue. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a une accélération de la perte de biodiversité, en tout cas pas partout, pas sur tous les types de biodiversité, mais il y a une accélération de notre prise de conscience de cette perte et du rôle et des conséquences potentielles de la perte de biodiversité. Donc, de ce point de vue-là, les choses ont beaucoup changé ces 20 dernières années. Plus spécifiquement concernant l'agriculture, donc à l'INRA, qui est maintenant devenu INRAE, on a eu une montée en puissance de ces problématiques avec tout d'abord une montée en puissance des travaux qui prenaient en compte l'environnement au sens large, puis la biodiversité dans ces interactions avec les systèmes agricoles et les modalités de production, mais aussi des politiques publiques, savoir comment les politiques publiques influençaient la biodiversité. On a aussi eu une prise de conscience du rôle des services écosystémiques. Et maintenant, on voit arriver l'étape supplémentaire qui est de voir comment on pourrait utiliser cette biodiversité, ces services écosystémiques dans des approches d'agroécologie pour mobiliser des mécanismes écologiques, des fonctions écologiques pour produire mieux et plus durablement. Donc de ce point de vue-là, on est maintenant dans ce nouveau paradigme de l'agroécologie. On va essayer d'inventer une agriculture qui, au lieu de s'abstraire des dynamiques écologiques et de les remplacer par des intrants chimiques, va au contraire s'appuyer sur ces dynamiques écologiques et produire mieux et plus durablement. D'accord, merci. Et du coup, donc on parlait juste avant cette question du problème de perte de biodiversité. Quelles sont pour vous les causes principales de cette perte de biodiversité? On a vu dans le mémoire qu'on a écrit qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être mises en avant. L'activité humaine, par exemple, on sait que l'agriculture intensive, ça a eu un effet un peu néfaste sur la biodiversité, notamment avec la structure qui fait qu'il y a des grands champs avec très peu d'arbustes, très peu de haies, donc il y a moins de matière organique. On sait également que le changement climatique, avec les dérèglements climatiques, de plus en plus de pluies, d'inondations ou de sécheresses, c'est pas non plus excellent pour la biodiversité des sols et pour la vie des sols. Mais il y a également un autre phénomène qu'on voit depuis maintenant une dizaine d'années en France notamment, c'est les espèces invasives. L'exemple le plus connu, c'est le frelon asiatique qui a été importé par l'homme et qui vient tuer les abeilles françaises, entre guillemets, et qui est problématique également pour les agrosystèmes. Quels sont pour vous un peu donc parmi celles-là peut-être les problèmes les plus importants, les plus urgents et pourquoi du coup? Vous avez très bien résumé. Il y a ces trois grands types de facteurs qui vont entraîner des pertes de biodiversité.
Les plus urgents ou les plus importants vont dépendre du problème qu'on regarde et du type de biodiversité qu'on regarde. Alors, le concept de biodiversité est très complexe et il n'y a pas une seule définition de la biodiversité. Ça va dépendre de l'échelle à laquelle on examine les choses. Si on regarde les choses à l'échelle génétique ou à l'échelle des grands types d'écosystèmes, c'est vraiment différent. Il y a eu un changement un peu de paradigme où dans les années 90, on regardait beaucoup la diversité spécifique. Et maintenant, on s'intéresse plus à la diversité des écosystèmes et à leur résilience comme un ensemble cohérent. Les principales choses, en tout cas dans les agroécosystèmes que l'on regarde, sont tout d'abord la destruction d'habitats et la fragmentation des habitats. C'est une des premières causes de perte de biodiversité. Donc les espèces se retrouvent à avoir de moins en moins d'habitats et cet habitat est de plus en plus fragmenté. Donc ça peut déstabiliser les populations ou les communautés. Bien sûr, il y a l'intensité de la production agricole, la pollution associée, qui vient perturber les cycles de vie des espèces, perturber les milieux, déstructurer les sols, par exemple. Le labour, de ce point de vue-là, a une action très forte sur la biodiversité. Il peut y avoir aussi des effets plus directs, le prélèvement, hein, si vous prenez je sais pas, des espèces halieutiques ou des espèces forestières, le prélèvement dans des écosystèmes de certains poissons ou de certaines espèces de bois peut entraîner une perte de biodiversité. La question des espèces invasives, c'est plus une question d'échelle de temps. Donc effectivement, ça vient complètement perturber les milieux. Et à l'échelle à laquelle on observe les choses, ça entraîne des pertes de biodiversité importantes parce qu'on voit des espèces disparaître ou perdre leur habitat. Je pense que le changement climatique va avoir un peu le même rôle sur des échelles beaucoup plus longues, avec des déplacements de population, des populations qui pourront s'adapter et se déplacer suffisamment vite à mesure que les températures et les conditions climatiques changent, et d'autres espèces qui vont être beaucoup plus lentes et qui n'arriveront pas à se déplacer. Donc on parle généralement des histoires de migration vers le nord, hein. Je serais incapable de dire lequel de ces phénomènes est le plus important. Je pense que tous le sont et qu'il faut voir les choses de manière systémique et se placer dans une approche peut-être conservatrice en se disant il faut essayer de faire en sorte que les choses ne changent pas trop vite pour que la nature puisse s'adapter. Parce que finalement, le problème, il n'est pas tellement pour la biodiversité, hein, il est plus pour l'homme. Notre espèce s'est développée dans un écosystème favorable, dans un ensemble d'écosystèmes favorables, qu'on a su domestiquer pour rendre encore plus favorable. Si ils deviennent moins favorables, ben, les sociétés pourraient s'effondrer, mais la nature, elle, reprendra le dessus et il n'y aurait pas de disparition totale de la vie sur Terre à très court terme. Le changement climatique pourrait être un problème de ce point de vue-là le plus important s'il change complètement les conditions de vie sur Terre. Mais je ne suis pas du tout compétent sur ces questions-là. D'accord, merci. Donc vous avez rappelé précédemment donc, à quel point la biodiversité était essentielle pour les sols agricoles. Et donc d'ici 2050, il y aura 2 milliards d'humains en plus, donc soit 9 milliards d'humains au total. Et est-ce que vous pensez que le système agricole peut supporter cette augmentation alors que d'un autre côté, il subit des pertes de biodiversité? Et est-ce que dans une logique de sécurité alimentaire, il ne vaudrait pas mieux totalement changer notre modèle? Alors, c'est une question qui est assez fréquente, c'est la sécurité alimentaire. La France a historiquement une vocation exportatrice sur les céréales, les grandes cultures. Globalement, le problème, ce n'est pas un problème de rendement, hein, c'est un problème d'accès à la nourriture. Et si vous regardez n'importe quel rapport de la FAO, des Nations Unies, etc., quand vous sommez les calories, il y a de quoi nourrir tout le monde et il n'y aura aucun problème. Surtout si on couple ça avec un changement de régime alimentaire. Je pense que vous avez été éduqué dans un système où vous mangez moins de viande que je n'en mangeais à votre âge. Et c'est typiquement, quand on parle de rendement et de calories, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces calories et de ces graines, hein. Si c'est pour nourrir des animaux et manger les animaux derrière, la calorie qui arrive au final à l'homme, elle est faible. Si c'est dans un régime plus diversifié avec des céréales, des légumineuses, un petit peu de viande, enfin beaucoup plus diversifié, vous avez besoin de moins de surface pour les produire ou si vous avez moins de rendement, vous avez besoin de moins de rendement. Voilà, c'est pas forcément une histoire de surface, forcément, c'est surface fois rendement.
Donc le problème, c'est pas tellement un problème de production, c'est un problème d'accès et de distribution des ressources. C'est plutôt un problème socio-économique que agricole. Mais justement, nous, on s'était posé la question par rapport à la sécurité alimentaire de est-ce que concrètement le modèle agricole tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quand même malgré quelques changements, une majorité de parcelles agricoles qui sont en agriculture intensive avec la recherche d'un rendement plus fort à chaque fois, est-ce que si on continue comme ça avec les mêmes pratiques, les sols agricoles et le système vont entre guillemets saturer, notamment du coup à cause de la perte de biodiversité qui fait que les rendements sont moins forts, enfin en tout cas pourraient être moins forts. Donc, voilà. Et est-ce que le système actuel, il permettrait de maintenir un niveau de production qui est le même qu'aujourd'hui? Ça pose des questions qui seraient de l'ordre du pari sur l'avenir, hein, d'être optimiste ou pessimiste. Est-ce que la technologie des systèmes conventionnels, on va les appeler comme ça, peut aller s'abstraire totalement de la biodiversité et de la vie des sols? Il y a beaucoup de sols agricoles dans des systèmes conventionnels qui sont morts, hein. C'est juste un support, c'est juste une matrice. Et tout est apporté à la plante, hein. La question, c'est est-ce que la technologie pourra continuer à pallier la perte de biodiversité et de fonctionnement naturel des sols? Je ne sais pas. Je doute qu'on tombe dans un système où ça serait vraiment être pessimiste de penser que la Terre va arrêter de produire parce qu'elle a été surexploitée, justement parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui perçoivent qui sont un peu dans une impasse technique parce que justement leurs sols sont moins fertiles, les variétés qu'on leur propose, elles sont moins prometteuses que ce qui était sur le catalogue, que la productivité, il y a moins de gains de productivité possible, mais globalement on arrivera à se nourrir, vous inquiétez pas. Il y a pas de, il y a... La question c'est quel type d'écosystème on veut pour nous nourrir. Est-ce qu'on veut des écosystèmes vivants ou est-ce qu'on veut un système très productiviste qui n'est pas basé sur le vivant. Mais en tout cas, ça va selon moi dans le bon sens. Il faut juste accompagner le mouvement et faire en sorte qu'il accélère. D'ailleurs, les expériences d'agriculteurs qui sont passés du conventionnel vers un système, par exemple en agriculture bio, à chaque fois, ils arrivent à retrouver un système qui fonctionne. Alors, il y a un tâtonnement, il y a une sorte de tunnel à passer, hein. Il y a plusieurs années où il faut que la vie se recrée sur la terre, hein, sur la parcelle agricole, sur tout l'écosystème de l'exploitation agricole. Mais finalement, une fois qu'ils réapprennent à travailler avec la nature, ils retrouvent des sols vivants. Donc, ce n'est pas irréversible. S'il n'y a pas de contamination du sol par des produits chimiques qu'on ne peut pas éliminer, que le temps n'élimine pas, il n'y a pas d'irréversibilité, hein. Il y a des solutions de court terme qui vont s'accompagner d'un retour de la biodiversité sur l'exploitation agricole, hein. Comme vous avez dit en introduction, vous avez parlé des grandes parcelles sans haies, sans infrastructures agroécologiques. La conversion vers ces systèmes plus durables nécessite de mettre en place toute une mosaïque paysagère avec des éléments d'infrastructure agroécologique qui vont être des habitats pour les espèces. Et on aura relativement vite une vie qui reprend, hein. Voilà, il n'y a pas de fatalité, je pense. Sauf si vous mettez de l'arsenic dans votre sol. Voilà. Merci beaucoup. Une petite dernière question avant de finir. Donc, on est dans un master de développement durable. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on cherche à voir ce qu'on peut faire à court terme, à long terme dans le futur pour impacter, pour avoir en tout cas un impact sur la situation climatique, environnementale, etc. Et on voulait savoir, donc avant de partir, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, concrètement, déjà pour améliorer la situation agricole, donc ça, la biodiversité, celle dont on a parlé, ou pas forcément améliorer, mais en tout cas, on sait que la transition énergétique, elle va se faire par les petits gestes du quotidien aussi. C'est quelque chose qui est important. Et concrètement, en termes d'agriculture, qu'est-ce qui peut être fait au quotidien, ou même pas forcément au quotidien, qu'est-ce qui peut être fait, peut-être s'il y a des initiatives avec l'INRAE, par exemple, qui ont été mises en place par rapport à ça, ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour, euh, pour aller dans le bon sens, on va dire. Bon, alors moi, je suis vraiment pas un partisan des 1000 petits gestes, hein. Je pense que
une bonne politique publique, ça a le mérite d'envoyer le bon signal à tout le monde. Ça va dépendre de vos moyens d'action et de vos valeurs. Hein. On peut pas. J'aime pas les il faut. Hein, donc, les gens font ce qu'ils peuvent. Hein. Vous, avec votre sensibilité, vous pouvez. Peut-être que le plus important, c'est de prendre conscience des choses, d'avoir l'information et après de décider en pleine conscience selon ses valeurs. Voilà, moi, je me pose beaucoup de questions sur le bien-être animal, mais j'adore la viande, donc j'ai décidé de ne pas arrêter d'en manger. Mais je sélectionne. J'en mange pas souvent, je sélectionne les filières et voilà, et j'ai essayé de prendre des décisions comme ça. Sur d'autres côtés, j'ai les moyens de le faire. Alors, du coup, pour la viande, comme j'ai arrêté d'en acheter majoritairement, le budget c'est le même, sauf que j'en mange une fois par semaine au lieu d'en manger tous les jours. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio. Ils peuvent se poser la question, voilà, d'arbitrer sur plus de légumes, moins de viande. Vous pouvez aussi vous poser la question, donc, pour les questions, voilà, de savoir quel est votre régime alimentaire. Est-ce qu'il y a plutôt des légumes, plutôt des céréales, essayer d'équilibrer ça. Hein. Ce sera déjà bien pour votre santé. Manger diversifié, la provenance. Aller au marché, acheter à des producteurs locaux avec moins d'emballage, des circuits plus courts. Vous pouvez faire ça. Hein. Après, chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de. Puis globalement, hein, c'est qu'à chaque. L'enfer est dans les détails. Donc dès que vous allez essayer de chercher la meilleure filière, le meilleur truc, vous allez tomber sur une infinité de petites questions sur ce truc-là est recyclable, mais à l'intérieur, il y a une petite couche de plastique qui fait que ça pollue. Enfin, dès qu'on commence à trop réfléchir, ça devient infernal. Il n'y a pas de solution miracle, mais si déjà vous avez conscience des enjeux et que vous vous posez la question, vous avez fait le plus gros du boulot. Après, moi, j'essaie d'appliquer une règle simple. Hein. Je me demande si j'ai besoin de la chose que j'ai devant moi. Si j'en ai pas besoin, je n'achète pas. Et déjà, bon, ne pas consommer, c'est la meilleure des alternatives. Hein. Si vous avez un choix à faire, c'est consommer moins. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, votre temps. Merci pour votre clarté. Merci à vous. C'est super, super réponse que vous avez donnée. Donc voilà.